Salut à tous mes petits photographes, aujourd'hui je suis très content parce qu'on va tester un nouveau boîtier, le Sony Alpha 6000 et il y a pas mal de choses à raconter sur cette petite bête. C'est un mirrorless donc ça change un peu des réflexes. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui sont mieux et des choses qui sont moins bien, donc on va rentrer dans le détail dans cette vidéo. Alors, on va commencer tout de suite en deux mots. Pour ceux qui n'ont vraiment pas envie de se taper une demi-heure de vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer celle-ci parce que j'aime bien blablater et raconter dans le détail un peu mes expériences. Mais vraiment, en deux mots, c'est une superbe petite bête, un bon petit appareil photo qui prend pas beaucoup de place, qui fait des super photos, qui a un bon autofocus, qui voilà, tout est très bien dessus et qui a peut-être des menus un petit peu cafouillis. Mais où honnêtement, je pense qu'une fois qu'on a décidé de travailler avec et d'apprendre à s'en servir, ce ne sera pas rédhibitoire. Donc si vous hésitez encore et que si vous voulez un petit boîtier pas cher, et surtout si vous ne pensez pas forcément avoir besoin d'acheter des tonnes d'objectifs différents ensuite, ça peut être un superbe appareil photo à tout faire. Voilà, maintenant pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, on va dire, on va reprendre les choses une à une. Alors, premières impressions sur cette petite bête-là. Première impression déjà, c'est que c'est très léger. Ça doit être 2 ou 3 fois plus léger que mon réflexe. Donc ça, c'est un bon point, mais c'est un peu pour ça qu'on les achète. Hein. Donc c'est un mirrorless, aussi appelé, je crois, en France, on les appelle souvent hybride, mais j'aime pas trop le terme hybride parce que ça veut dire que c'est entre deux choses, ou un mélange de deux choses, alors qu'en réalité c'est juste un réflexe auquel on a enlevé le miroir. C'est-à-dire que dans un réflexe, on a le miroir qui va renvoyer directement l'image dans le viseur. Ici, ce qui se passe en fait, c'est que c'est l'image du capteur qui est renvoyée sur un écran qu'on peut voir dans le viseur. Donc en fait, on regarde un écran, c'est comme si on regardait une télé plutôt que de regarder le monde réel. Donc ça fait un petit peu bizarre au début, mais ce qui permet en tout cas d'économiser énormément de place dans l'architecture du boîtier. Et donc du coup, on a un boîtier avec un capteur de la même taille que mon Canon 70D par exemple. Donc les photos sont exactement les mêmes, mais dans un format beaucoup plus petit. Donc ça, c'est un gros avantage. Ici, c'est l'objectif kit, donc on est sur un boîtier objectif interchangeable, hein, je peux tout à fait l'enlever et le remettre. C'est l'objectif kit qui va de 16 à 50 mm et que j'ai trouvé plutôt bien, vraiment pas mal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui râlent dessus, mais je l'ai comparé un peu au 18-55 du Canon et il lui tient la dragée haute sans souci, donc il fait des belles images. Voilà, je trouve que par rapport à sa compacité, c'est intéressant aussi. Donc un beau petit kit, premières impressions très bonnes. Quelques petits trucs qui font sourire au début, c'est-à-dire que évidemment l'une des premières choses qu'on veut faire c'est regarder dans le viseur pour voir comment c'est, et au début on se dit ah mais c'est bizarre parce que quand je bouge un petit peu ça saccade, ça fait drôle, etc. Premier truc qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que si je cache l'œilleton, ça cache l'écran. Donc en réalité, c'est quand j'approche mon œil de l'œilleton, il éteint l'écran pour pas que ça vienne perturber ma vision. Donc ça, c'est un genre de petit détail super intéressant. Voilà, il y a plein de petites choses qui sont bien fichues. On sent que ça a été réfléchi pour être pratique, ou en tout cas pour proposer un maximum d'options. Voilà, mais on va y revenir de toute façon dans cette vidéo. Alors, en termes d'ergonomie, on va prendre les choses une par une. Donc, j'ai déjà parlé de la taille, du poids, qui sont super chouettes. On a des boutons. Ici derrière, vous voyez, donc on a un bouton pour démarrer le flash, un bouton de menu, et puis après, deux, trois autres boutons. Personnellement, je n'ai pas super accroché à la disposition des boutons, dans la mesure où, déjà, comme il n'y a pas beaucoup de boutons, il y a 50 icônes autour de chaque bouton. Si je regarde autour du bouton C2, donc déjà c'est un bouton qui s'appelle C2, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je me suis dit que c'était peut-être un bouton custom, c'est-à-dire qu'on pouvait customiser parce qu'il y a un C1 ici, donc voilà, on peut certainement changer des choses dessus. Mais il y a quand même une poubelle à côté, donc ça veut dire qu'il fait déjà quand même quelque chose. Et autour de ce bouton, donc il y a C2, il y a la poubelle, il y a 3 icônes au-dessus qui correspondent peut-être à la molette, peut-être au bouton, je ne sais pas. Enfin voilà, il y a des icônes qui traînent partout, on ne sait pas trop à quoi ça sert. C'est un peu fouillis, quoi. Et après, ils sont tout plats, les boutons, donc on a un petit peu du mal à les trouver intuitivement. Il faut regarder, en fait, pour aller appuyer sur le bouton.
Voilà. Le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup fait aussi qu'on va très souvent devoir plonger dans les menus pour changer des réglages. Donc ça c'est un petit peu dommage. J'aime beaucoup le système de Canon sur les boîtiers semi-experts ou experts, où on a un petit bouton ici qui permet de changer le mode de la molette en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va appuyer sur un petit bouton et ensuite hop on fait les ISO. On appuie sur un autre petit bouton et hop on s'occupe du système de mise au point, etc. Là non, il faut aller dans les menus, etc. Donc c'est un peu moins bien fichu. Là du coup on se retrouve sur des choses qui sont comparables à un compact. C'est ce que j'avais sur mon compact avant, où je pouvais ici choisir le mode rafale, ici choisir le mode ISO, etc. Donc là on est un petit peu sur ce modèle-là, donc ça prend un peu plus de temps de faire ces réglages. Et en tout cas, c'est pas évident, moi, après un mois d'utilisation, à faire mes réglages comme ça à main levée, j'ai encore du mal. Donc en termes d'ergonomie, je trouve que c'est pas encore extraordinaire. Les menus, venons-en aux menus, c'est pareil, c'est très fouillis. Alors j'y reviendrai un petit peu plus tard aussi, parce que je vais expérimenter devant vous la complexité des menus, vous verrez un petit peu. Mais voilà, globalement, alors la chose qui est bien, c'est qu'il n'y a pas deux types de défilement. Ça, c'est un truc dont j'ai horreur. Quand je dis deux types de défilement, c'est-à-dire qu'il y a des boîtiers où vous allez pouvoir sélectionner un menu ici horizontalement, différents menus, et ensuite dans chaque menu, vous allez pouvoir défiler de haut en bas et ça va continuer à défiler ensuite plus bas. Et là vraiment on s'y perd. Donc là on n'est pas dans ce cadre-là. Par contre, il y a énormément de menus. Là j'en ai 6, là j'en ai 2, là j'en ai 1, là j'en ai 2 de plus, là j'en ai 6 de plus, là j'en ai 7 de plus. Donc vous voyez, ça fait énormément de menus, ils ont des numéros et ils n'ont pas vraiment de nom. Et j'ai l'impression que les options sont un peu mises en fouillis dedans, un peu mises au hasard en fait. Il y a des fois deux paramètres qu'on a envie de régler ensemble. Il y en a un qui est en bas du premier menu et l'autre qui est en haut du menu suivant. On a vraiment l'impression qu'ils ont dressé leur liste et puis ils ont dit bon on en met combien? On en met 6 par menu, bah, on coupe là, on coupe là, on coupe là. Sans réfléchir un peu plus. Donc ça vraiment en termes d'ergonomie c'est pas terrible. J'ai pas trop accroché sur cette partie-là. Et d'autant plus que donc je l'ai mis en français et du coup il y a beaucoup de longs textes et de longs mots et donc du coup ils ont mis toutes des abréviations avec des points, donc des fois on ne comprend même pas de quoi il s'agit. Donc ça c'est un peu dommage. Sur les accessoires par contre je suis beaucoup plus optimiste, j'ai vraiment adoré les accessoires. Donc quand je dis accessoires, il y a plusieurs choses. Il y a le viseur, donc le viseur moi j'aime beaucoup. J'aime déjà bien le fait qu'il y ait un viseur, c'est-à-dire qu'on est sur un boîtier qui ne coûte pas forcément très cher, autour des 500 €. Ça dépend des fois, mais on peut le trouver parfois à 500 €. Le prix normal est un peu plus cher, je crois. Mais c'est quand même pas un boîtier qui est réservé aux gens qui prennent des photos à bout de bras en regardant un écran. On peut se mettre dans un viseur et bien parcourir l'image, et ça c'est vraiment sympa. Et déjà, la première chose à noter quand même, c'est que quand on a l'œil dans le viseur, on voit exactement comme dans un réflexe, c'est-à-dire que oui, c'est un écran et si on bouge vite, ce que je fais jamais personnellement avec mon réflexe, je m'amuse rarement à faire ça avec mon appareil photo, on voit qu'il y a un petit peu pas de latence, mais un petit peu de saccade, on va dire. Mais honnêtement, une fois qu'on regarde dedans, qu'on est en train de faire sa mise au point, qu'on prend des vraies photos, en fait, c'est exactement comme un réflexe normal. Et l'écran, il est aussi grand, enfin voilà, et la définition est suffisamment importante pour que ce soit tout à fait correct. Le fait qu'il y ait un viseur électronique, on va l'aborder tout de suite, c'est un gros avantage à mon sens. Enfin voilà, maintenant qu'on a vu que les défauts n'étaient pas forcément des vrais défauts, c'est un gros avantage parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit la photo qu'on va prendre directement. Donc on voit la composition comme sur un réflexe, mais on voit aussi exactement ce qu'on va prendre. Donc si par exemple je mets mon réglage en noir et blanc, je vais voir en noir et blanc dans le viseur. Si je sous-expose ma photo, je vais voir ma photo plus sombre. Et le truc qui est super cool, c'est quand je veux prendre des photos quand il fait assez sombre, si je veux mettre un flash ou un truc comme ça par exemple, et que je regarde à l'intérieur, je vois pas sombre, je vois comme si c'était en plein jour. Alors je verrai du bruit d'ISO parce que c'est le capteur qui capte ça et qui donc booste le signal, mais du coup on peut voir des détails même quand on est sur une zone sombre. Donc c'est vraiment assez sympa ce côté-là et je pense vraiment qu'on va tous y passer un jour. Donc voilà, viseur, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça marche bien. Le fait que ce soit sur le côté, ça m'a pas trop gêné, personnellement. Ça gêne pas la prise en main, vous voyez, on le pose ici dans la paume, l'autre il se met là. La prise en main, globalement, est pas mal. Moi, j'ai une petite préférence pour un réflexe quand même qui est un peu plus lourd. On sent qu'on tient quelque chose, on a plus l'impression d'avoir un jouet. Il y a ça aussi, ces petits crochets-là, je sais pas pourquoi ils ont mis ça comme ça, mais ça se balade, ça fait un petit bruit, c'est un peu bizarre. Bref. Donc voilà, il y a l'écran ensuite qui lui peut s'incliner à 90 degrés comme ça et je crois 45 degrés vers le bas.
Donc c'est suffisant quand on veut prendre des photos au-dessus de la foule, on voit très bien l'écran. Et quand on veut se mettre au ras du sol, on voit très très bien ce qui se passe. Donc ça marche bien. Le seul truc que lui ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas s'orienter sur le côté pour se mettre un peu en mode selfie ou pour prendre des vidéos comme je suis en train de faire. Là, moi je me vois dans l'écran à côté sur le 70D, là on ne peut pas le faire. Mais c'est assez rare qu'on ait utilisé cette option-là, donc bon, c'est pas gênant. Ce qui est important, c'est qu'il soit orientable. Petit truc aussi, il n'est pas tactile. Ça c'est un petit peu dommage je trouve, parce que j'aime beaucoup le fait d'avoir un écran tactile sur le 70D. Au début on se dit c'est un peu gadget, je continue à utiliser AMOLED, puis plus on l'utilise, plus on se dit mais en fait j'aurais du mal à m'en passer. Dans les menus on se balade, pour supprimer une photo on fait tac, c'est supprimé, enfin voilà, pour zoomer, etc. Donc le tactile je pense que c'est très bien et là ça manque un petit peu. Voilà, et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ce que j'adore sur cet appareil photo là, c'est tout bête, mais c'est le flash. Parce qu'il est là, donc j'ai un petit bouton, vous avez vu déjà il est bien planqué, ça ne fait pas une grosse protubérance par-dessus. Et quand j'appuie sur mon petit bouton, tchic, j'ai le flash qui sort. Et alors ce qui est vraiment chouette, donc je vais prendre une photo avec le flash. Donc là vous avez vu ça fait flash normal, lumière directe. Ce qui est vraiment très chouette, c'est que habituellement sur un réflexe, moi j'utilise une carte de visite pour refléter la lumière du flash sur le plafond. Et bien là le flash il est articulé. Et donc c'est super simple. Je suis là, je fais ma mise au point comme ça, tchac tchac tchac. Et là, j'envoie la lumière au plafond et je prends ma photo et j'ai un éclairage doux sur toute la scène parce que c'est le plafond qui diffuse la lumière. Et c'est tellement simple et c'est tellement mieux. Et on a l'air vraiment moins con qu'avec sa petite carte de visite comme ça. Je le ferai toujours hein, avec la carte de visite. Mais une fois qu'on a essayé ça, on se dit mais c'est quand même dommage que j'ai pas ça sur mon réflexe normal, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment mon petit coup de cœur. Ça se range tout seul. C'est vraiment, enfin j'adore ce petit bout de mécanique. Très chouette, très très sympa. Voilà pour l'ergonomie de ce Alpha 6000. Les performances, c'est là que le Alpha 6000 il envoie du pâté. Donc on est, je vous rappelle quand même, sur une gamme de prix qui est à peu près, on va dire, allez, 60% du prix d'un 70D en kit. Et en performance, on est aussi bien qu'un 70D, voire même un petit peu mieux par endroit. Donc ça c'est quand même le gros point fort des Sony, c'est qu'ils proposent des boîtiers très très compétitifs. On a un capteur de 24 mégapixels, sur le 70D on est à 20 mégapixels. Enfin, je ne vais pas faire toute la comparaison parce que je vais faire une vidéo comparative entre le 70D et celui-là, donc vous verrez tout là-dedans. On a 179 points d'autofocus. Personnellement je trouve que ça sert un peu à rien d'avoir 10 000 points d'autofocus parce que 95% du temps on fait la mise au point sur un endroit où on a envie de faire la mise au point. On n'a pas envie de laisser l'autofocus décider de où il va faire la mise au point. Et si on a 180 points d'autofocus, on doit se balader dedans, voilà. À la limite, ça aurait été bien avec un écran tactile, parce que du coup, on peut sélectionner pile l'endroit où on veut faire la mise au point. Donc là, ça ne sert pas énormément. Voilà, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de points d'autofocus, d'ailleurs, que l'autofocus est performant. Ça n'a pas de lien entre les deux. C'est stabilisé. Alors ça c'est aussi très intéressant, c'est que le capteur est stabilisé. Donc le capteur, je ne sais pas trop comment ça marche, mais il est sur une espèce de petite balançoire là, à l'intérieur. 1/4 millième de seconde, ça c'est la vitesse maximale à laquelle il peut prendre des photos, donc c'est assez standard on va dire. Rafale à 11 images par seconde. Ça c'est le top du top. C'est vraiment génial. Non, j'avais plus le capuchon. Je vous fais entendre un petit peu. Ça mitraille, hein, ça mitraille. Ça c'est vraiment bien. 11 images par seconde en RAW évidemment et un bon buffer en plus derrière. C'est-à-dire qu'on peut prendre 24 images avant que le buffer s'arrête, donc avant qu'il commence à ralentir on va dire. Donc plus de 2 secondes en continu. On peut faire du bracketing avec 5 images, donc ça c'est très bien. On filme en 1080p avec 60 images par seconde, donc c'est très bien aussi, c'est le minimum vital en ce moment. Une batterie un petit peu faible qui fait 420 images. Mais comment dire, là c'est à peu près logique vu que le mode de base de ces appareils-là, c'est d'avoir l'écran allumé. Donc quand vous vous baladez ou quand vous faites vos réglages, etc., vous avez toujours l'écran allumé, donc ça va consommer de la batterie nécessairement. Et même là-dedans, dans le viseur, c'est un écran. Donc c'est pour ça qu'on a une batterie plus faible que sur des réflexes. Petite chose dont je n'ai pas parlé dans l'ergonomie, c'est pas livré avec un chargeur de batterie. C'est livré juste avec un câble et donc en fait on vient brancher le câble et ça recharge la batterie à l'intérieur de l'appareil photo. Je suis pas super fan de cette option là, d'autant plus que la batterie est un peu faiblarde.
parce que ça veut dire que du coup, on peut pas prendre des photos pendant qu'on recharge une batterie, donc bon, c'est un peu dommage. Je crois qu'il existe des chargeurs par ailleurs, mais à vérifier. Les petites spécifications, 350 grammes, 12 x 7 x 5 cm, donc vous voyez, on est sur vraiment un format assez compact. Et puis 600 € en kit, ça c'est le prix normal, on va dire. Parfois, quand il y a des bonnes occasions, vous pouvez l'avoir aux alentours de 500 €, quelque chose comme ça. Le test en conditions réelles, on va tester un petit peu ces trois choses-là. Est-ce qu'il est agréable, est-ce qu'il est rapide, quelles sont ses limites quand on est en conditions réelles. Donc sans plus tarder, je vous emmène en forêt pour tester ce Alpha 6000. Alors une fois dans la nature, ce petit Alpha 6000, il est vraiment, vraiment sympa. Tout léger, donc ça c'est le gros avantage vraiment. Je sais pas, il doit être 3 fois plus léger que mon réflexe à peu près. Et avec son petit objectif kit, pareil, qui est tout petit, tout léger, ça marche pas mal. C'est un 18-55 et quand on sait qu'on a la même taille de capteur que sur le 70D, donc c'est un capteur APS-C, c'est assez impressionnant quand même. On a vraiment l'impression d'avoir un compact, quasiment, voilà, avec l'objectif, on est presque un compact, on peut mettre dans des grandes poches, on va dire. Donc c'est vraiment super. Alors on va le démarrer, j'enlève le mini capuchon ici, vous voyez devant, un tout petit diamètre de filtre. Et on va démarrer donc ici avec la molette qui est là-haut, on-off. Voilà, vous pouvez voir déjà la première chose qui est un petit peu embêtante, on y reviendra plus tard, c'est que ça met un petit temps à démarrer. Et pareil pour l'éteindre, quand j'éteins, vous voyez, ça met au moins 1 seconde 5 à s'éteindre. Et ça, par rapport à un réflexe, ça fait un petit peu la différence quand même. Un réflexe, on le sort, on l'allume, clac, il est tout de suite prêt à prendre des photos. Là, ici, ça prend un petit peu de temps. Je vais me remettre en automatique. Alors, là, j'ai dans les menus l'option zébrure que j'ai mise en place, qui est vraiment très très sympa, qui permet de faire la mise au point. Alors, vous voyez, on rentre direct dans le vif du sujet. Ça, c'est vraiment une fonction que j'adore sur cet appareil photo-là. C'est que si on veut prendre des photos à partir de l'écran et qu'on veut faire la mise au point, il va automatiquement zoomer à l'endroit au centre de la photo. Et avec les petites zébrures, dès que c'est rouge, on sait que c'est là où c'est net. Et du coup, c'est super facile de faire la mise au point, y compris sur l'écran directement. Alors là, quand il voit très large, il a l'impression que tout est net, mais en zoomant, on voit bien que ici, par exemple, là, il voit que c'est flou. Et si je tourne un peu, là, on est net. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super chouette. C'est un gros avantage. Et on a exactement la même chose dans l'œilleton. Alors, je sais pas si on peut voir là-dedans. On essaye, hein. Mais voilà, c'est très très sympa de regarder à l'intérieur. Et honnêtement, il y a un petit temps d'adaptation. Au départ, quand on regarde à l'intérieur, on voit vraiment un petit temps de latence. Enfin voilà, quand on est habitué au réflexe, à voir l'image réelle reflétée sur un miroir, ça fait bizarre la première fois qu'on le met à l'œil. Mais j'étais étonné, on s'y habitue vraiment très très vite. En 1 heure, on va dire, en 1 heure d'utilisation, on est habitué. Donc ça, c'est vraiment super. Les boutons, alors il y en a un petit peu partout. J'avoue que j'ai un petit peu plus de mal à m'y retrouver que sur un Canon. Vous voyez, il y a vraiment une disposition un peu dans tous les sens. Pourtant, il n'y a pas énormément de boutons, mais c'est pas super pratique. La molette ici, celle-ci, elle est plutôt pas mal, même si ça fait un peu un gros bouton quand même. Je préfère pareil la molette de chez Canon, d'autant plus qu'on a juste à côté la molette des modes. Alors heureusement, elle est plus dure, donc quand on glisse de l'une à l'autre, on va pas changer de mode. Mais voilà, et on a ici par contre la petite molette qui permet de changer aussi. Et qui marche pas mal, celle-ci, très très bien, qui fait aussi bouton poussoir, donc on peut changer des choses comme ça. On a les petites options qu'on a un peu sur un compact d'habitude, où on peut, en appuyant sur le bouton ici, changer les ISO, tac tac, donc on peut choisir soit en appui, soit on tourne la molette pour aller plus vite. Donc ça marche bien, il n'y a pas de souci, c'est très pratique. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est le côté, comme je dis d'habitude, un peu sapin de Noël. Alors moi là c'est un petit peu accentué par les zébras. Je vais essayer de les enlever pour voir. Je vous retrouve tout de suite dès que je les ai enlevés. Enfin quoique en fait ce sera l'occasion de voir un petit peu les menus. Vous pouvez voir qu'il y a énormément de menus. C'est à dire que là, vous voyez il y a 1 à 7. Et en fait on est juste dans le premier menu. Et donc alors au moins on n'a pas à défiler verticalement et horizontalement. C'est à dire quand on arrive en bas, on a fait le tour. Mais il y a vraiment beaucoup de menus. Et parfois je comprends pas trop leur ordonnancement. Je trouve que c'est un petit peu fouillis. Donc on a ici, si on choisit, si on veut du RAW, du JPEG, etc., il n'y a pas de souci. Et juste après, on est sur du retardateur et du flash et la mise au point en même temps. Donc il y a plusieurs choses qui pour moi n'ont rien à voir ensemble. Donc bon, c'est un petit peu embêtant. Et on a encore de la mise au point ici, vous voyez, on a la mode de mise au point là et la zone de mise au point ici, qui ne sont pas dans le même menu. Voilà, on a l'impression qu'ils avaient tout leur menu vertical et puis qu'ils l'ont juste découpé au hasard. Et ça, c'est un peu dommage.
Parce que du coup, c'est jamais très très intuitif. Voilà, ici on peut régler la fameuse loupe de mise au point. On peut faire aussi comme ça, hein, comme sur un réflexe, vous voyez. Donc ça marche bien. Il y a exactement toutes les options que vous avez sur un réflexe et même plus. Steady Shot, c'est le petit capteur qui est stabilisé. Voilà, et donc là, comme j'ai continué, je suis passé au deuxième menu. On a encore 6 menus. Donc vous voyez, on n'a pas fini de faire le tour. Je vais pas vous faire le tour de toutes les options qui existent. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et c'est peut-être un petit reproche que je vais avoir envers cet appareil photo, c'est qu'il y a trop d'options. Il y a trop de choses. Et on finit par s'y perdre un peu, quoi. Alors, où est-ce qu'il est? Vous voyez, j'ai du mal à trouver. Ça fait quand même 1 mois et demi que je l'utilise et je sais toujours pas retrouver les principales options. Alors, je suis sûr qu'au bout d'un an, je m'en souviendrai. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que c'est pas super bien fichu, quoi. Allez, je vous retrouve tout de suite. Ça y est, j'ai retrouvé. Vous avez vu, j'ai mis du temps. C'est voilà, un autre souci aussi, c'est qu'ils ont vraiment, comment dire, ils ont, je pense, traduit les termes anglais, sauf qu'en français, on utilise beaucoup plus de mots et des mots beaucoup plus longs. Donc tout le menu est rempli d'abréviations. Correct flash, red yeux rouge, alors ça va encore. Correct exposition, espace colorim, enregistre audio, opt vite, lente haute. Vous voyez, et ça, dans une lecture rapide, c'est vraiment pas facile. TMPS, grosse M, AUP. Voilà, donc tout ça, ça n'aide vraiment pas à apprivoiser le bestiau. Donc ça, c'est un peu dommage. Et puis, tant qu'on est dans les trucs un peu embêtants, et dans l'ergonomie, on va dire, je trouve qu'il y a énormément d'informations qui s'affichent sur l'écran. Et vraiment beaucoup trop. Et je sais pas vraiment, voilà, on ne sait pas quoi faire de toutes ces infos-là. Si on change ici la disposition, on se retrouve là avec juste les informations essentielles. Donc c'est pas trop mal. J'aime bien aussi le petit affichage comme ça. Mais du coup, il nous manque quelques trucs, quoi. On ne sait pas si notre photo est prise en RAW. Enfin voilà, je trouve que les informations de base sont pas suffisantes. Là ici, on a un petit truc graphique assez joli. Mais pareil, les petites icônes qui sont ici sont pas très. Les icônes là, j'espère que vous étiez dedans. Sont pas très intuitives. On a un petit peu du mal à comprendre ce que ça veut dire. Alors c'est pareil, c'est toujours une question d'habitude, hein, je pense. Mais voilà, je trouve que c'est pas super ergonomique dès le départ, en tout cas de ce côté-là. Après, quand on prend des photos, ça se passe vraiment super bien. L'autofocus est très 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 rapide. Alors ça dépend aussi beaucoup de l'objectif que vous utilisez. Mais alors attendez, je suis pas en autofocus, je suis en mise au point manuelle. Donc on va se remettre en autofocus. Alors ça c'est pareil, on utilise la touche fonction pour changer les fonctions principales. Ici je suis à un temps de pause de 10 secondes, je vais mettre en rafale. Hop, fonction. Alors des fois on se trompe aussi entre les différents boutons. Voilà, check. Correction du flash, mode de mise au point. Hop. Alors voilà, il n'y a pas beaucoup de boutons en fait pour pouvoir changer toutes ces options directement. Donc il faut toujours passer dans des menus. Et ça c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu comme quand on est sur des modèles entrée de gamme, on va dire, de chez Canon ou Nikon, où il faut vraiment passer dans les menus pour tout changer. Donc là c'est un petit peu ennuyeux. Voilà, chez Canon on a des boutons qui sont facilement accessibles. Là, vous voyez la mise au point, elle cherche un peu. Là il n'y a pas trop de soucis parce qu'il y a de la lumière. Mais là, ici on est sur un tronc qui est un peu sombre. Et elle cherche un petit peu, mais c'est quand même très rapide, quoi. Et honnêtement, la mise au point, ça se passe très bien. Il y a juste vraiment quand c'est assez sombre, j'ai remarqué, pour les photos de famille, en soirée, etc. Où là, parfois ça cherche, mais ça peut chercher pendant 3-4 secondes et là, le moment est passé, quoi. Et en fait, par rapport à un réflexe, j'ai fait des tests. Il n'est pas forcément moins bon qu'un réflexe quand il fait sombre, mais il va chercher pendant plus longtemps avant de dire qu'il n'a pas trouvé. Alors qu'un réflexe, il va chercher un coup, il n'a pas trouvé, et au moins vous savez qu'il faut faire autre chose pour faire la mise au point. Alors que là, il va chercher pendant 3 secondes, vous espérez qu'il trouve la mise au point, et puis il ne la trouve pas. Et c'est vraiment ce côté, il fait des allers-retours, et c'est ça qui est un petit peu frustrant, j'ai envie de dire. Mais sinon, en plein jour, en termes de mise au point, il est extrêmement rapide, et ça c'était quelque chose que je voulais vérifier, et honnêtement, il est aussi rapide que mon 70D. Donc il n'y a vraiment rien à craindre de ce côté-là. Ils ont fait beaucoup de progrès, les mirrorless, dans ce domaine-là. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Je vais vous faire entendre un peu la rafale juste pour le plaisir.
Voilà, on a une rafale à 11 images par seconde, donc ça dépote. Et ça, voilà, ça marche très bien. Donc en termes de spécification, il est vraiment, vraiment super. On a une bonne prise en main, j'en ai pas parlé, mais on a vraiment une bonne prise en main. On a un bon grip ici. Le doigt vient bien se mettre ici. Et derrière, il y a un truc pour reposer le pouce. Donc la prise en main est très bonne. Il y a le bouton d'enregistrement des vidéos qui est assez mal placé, j'avoue, parce qu'on n'arrive pas à le trouver, il est tout petit. Donc ça, c'est pas terrible. Mais voilà, je vous dis, c'est vraiment des petits soucis d'ergonomie, mais je pense qu'on s'y habitue. Une fois qu'on s'y habitue, c'est un très bon appareil. Voilà, donc vous avez vu, ça marche bien, c'est assez agréable à utiliser. Puis c'est assez léger surtout, donc c'est vraiment une bonne petite bête. Il est très rapide pour la mise au point, pas de souci de ce côté-là. Voilà, ça marche bien et vraiment c'est un plaisir de l'utiliser pour faire des photos. On va maintenant passer à une autre partie qui est l'analyse des photos, c'est-à-dire que j'ai fait des tests un petit peu scientifiques, on va dire, je ne vais pas aller super scientifique non plus, mais quand même un peu, parce que j'aime bien ça. Et donc je vais vous donner mon avis global justement sur les photos pour voir le rendu général et qu'on voit un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. La qualité d'image, elle est très bien, tout ce qu'on peut attendre d'un appareil APS-C, c'est-à-dire que quand on zoome, on a du détail, c'est pas grossier, on voit pas les pixels, voilà, c'est suffisamment détaillé, pas extraordinaire non plus, comme on pourrait l'avoir avec un plein format ou autre, mais on a vraiment quelque chose de très similaire avec ce qu'on a sur le 70D ou le 1100D par exemple. Donc on est typiquement sur de la PSC, ni plus ni moins, on va avoir les mêmes profondeurs de champ que sur un 1100D ou un 70D, et le même genre de niveau de détail dans la photo. Alors, on va regarder un petit peu la performance de l'autofocus. Enfin, en fait, je n'ai pas besoin de vous montrer tout ça. C'est juste pour vous montrer que j'ai fait les tests, en gros. Mais voilà, l'autofocus, ça arrive à très bien suivre un sujet. Sur ces photos-là, à chaque fois que j'ai prises, toutes celles où la voiture était sur le point d'autofocus, elles étaient nettes. Éventuellement, sur les 20-25 photos que j'ai faites, s'il y en a une qui n'était pas nette, une ou deux qui n'étaient pas nettes, c'est vraiment beaucoup. Donc vraiment aucun souci pour du suivi de sujet comme ça, l'autofocus est très rapide. Et c'était un des points que je voulais vérifier parce que on dit souvent que les mirrorless sont plus lents en autofocus que les réflexes. Et je crois que celui-là, c'était un des premiers à commencer à tenir la dragée haute au réflexe. Et j'avoue que j'ai pu le vérifier, c'est effectivement assez impressionnant, il suit très bien le sujet. Et comme moi c'est le premier mirrorless que j'essaye, j'aurais tendance à dire on est vraiment au niveau d'un réflexe, d'un 70D ou autre. Donc c'est très bien. On va regarder un petit peu l'ISO parce que c'est pareil, j'avais souvent entendu dire que les boîtiers Sony avaient des capteurs qui étaient très très bons dans les ISO. Et donc on va regarder un petit peu tout ça, image par image. Alors on va s'agrandir un peu. Donc là on est sur une photo qui est prise à ISO 100. Souvent pour bien regarder le niveau des ISO, il faut essayer de trouver une zone grise. C'est-à-dire que si vous êtes dans une zone toute noire comme ici, vous n'allez pas voir le grain. Si vous allez dans une zone très claire comme ici, vous n'allez pas voir le grain. Le grain, vous allez mieux le voir dans une zone assez grise. Alors là, il y a de la texture. Le mieux, c'est de regarder par ici, dans le mur ici. Alors, vous voyez que déjà à ISO 100, on a du grain, ce qui est tout à fait normal. Hein. On peut en avoir, mais voilà, c'est quand on regarde vraiment dans une zone grise. D'ailleurs, c'est un des conseils si vous êtes obligé de shooter à ISO élevé. Essayez de shooter une scène contrastée, comme ça vous aurez des trucs très clairs, des trucs très sombres, et vous aurez moins de grain du coup, parce que le grain est surtout dans les gris. Mais voilà, on va regarder un petit peu partout. Je pense que plutôt que de regarder ça, qui est le cas clinique, on va dire, on va regarder ici au niveau du téléphone, c'est là que j'ai fait la mise au point, et du coup on voit un peu du détail, on a de l'écriture ici. Voilà. Donc là, on est sur une photo à ISO 100. Ici, à ISO 200. Voilà, c'est toujours très bien. Je crois que je vais devoir faire ça à chaque fois, ou alors on va dézoomer et rezoomer ici. Voilà. Donc à ISO 400, on commence à avoir un petit peu de grain ici, sur la table notamment, dans la petite boîte. Voilà, mais c'est pas non plus dingue, sachant qu'on est à 100%. Hein. Quand on dézoome, je mets bien quelqu'un au défi de voir du bruit. Hein. Voilà. ISO 800, bah non, il va toujours vouloir zoomer là-haut. Là, on commence à voir sérieusement plus de bruit. Hein. J'aurais tendance à dire qu'on voit vraiment du bruit un petit peu dans la même mesure que sur un bon APS-C de chez Canon ou Nikon.
Voilà, moi ça me fait penser un petit peu à ce que j'ai sur mes photos avec le 70D. À 1600 ISO, là on commence à avoir plus de bruit, quoique c'est peut-être ça qui correspond à 800 ISO sur 70D. Il y a peut-être un petit mieux quand même. Je vais revenir un peu, mais ouais, c'est quand même assez propre ici. Je vous invite, si ça vous intéresse cette question-là et de vouloir vraiment comparer un boîtier par rapport à l'autre, je vous invite à aller voir la vidéo de comparatif entre 70D et le Alpha 6000, le Canon 70D et le Sony Alpha 6000. Que je vais mettre en ligne très prochainement, ou voilà, si vous regardez cette vidéo après qu'elle a été postée, c'est sûrement déjà les deux en ligne. Juste pour le fun, on va aller voir à 3200 ISO, voilà, ça commence à être un peu dégueu, mais il y a quand même pas mal de détails, on arrive à bien lire encore ici artisanal, on arrive à lire le nature, etc. Donc il y a encore du détail, c'est juste qu'on a du grain en plus. Hop, 6400 ISO, là par contre ça commence vraiment, là on commence à vraiment perdre du détail. Ça c'est visible. Et celui-ci il va à 12800, alors là c'est vraiment dégueulasse. Et même en dézoomant. Hein. En dézoomant ça commence à être très visible, on va dire à partir de 3200 on commence à voir qu'il y a du grain. Ouais, c'est ça, 3200, 6400. Voilà, et là si on fait le pire, alors celui-là vous voyez 25600, là on passe vraiment... les couleurs n'ont plus rien à voir, c'est plus les bonnes couleurs. Tout a changé et là on n'a plus de détails du tout, hein. C'est vraiment immonde. Voilà, donc celui-là, moi je pense qu'on peut prendre des photos tout à fait correctes jusqu'à 1600 ISO, voire peut-être même 3200. J'hésiterai pas, en tout cas, moi si j'avais ce boîtier-là, 3200, là ça commence à être un peu trop pour moi. Mais si j'avais ce boîtier-là, je pense, voilà, je me mettrais à 1600 ISO comme marque maximale. Ce qui me fait dire que c'est probablement un petit peu meilleur que le Canon sur lequel je me suis mis à 800 ISO en marque maximale. On va regarder ensuite la plage dynamique. Hop. Donc j'ai pris une scène normalement fort contrastée. Malheureusement, j'ai pas réussi à. J'ai attendu un jour de beau temps pour essayer d'avoir beaucoup de contraste. Alors j'ai quand même pas mal de contraste parce qu'on a des hautes lumières et des ombres, mais je voulais avoir vraiment une partie cramée. Ça n'a pas été possible, mais on va quand même pouvoir observer ce qui se passe. Quand on débouche les ombres, vous voyez là je suis à moins de stop. Voilà, et donc on va augmenter l'exposition. Voilà, alors ça prend une teinte verte ici, c'est assez étrange. Qu'on n'a pas forcément au début, qui est un petit peu bizarre. Voilà, donc là si on zoome, on voit que quand on débouche, bon là c'était sérieusement bouché hein, les ombres, mais quand on débouche, on garde pas mal de détails, donc c'est plutôt bien. Il y a du grain évidemment, hein, ça c'est sûr, même à ISO 100, on n'y échappe pas, mais le détail est plutôt bien conservé, donc c'est l'essentiel pour une photo de paysage, et donc je trouve moi personnellement que la plage dynamique est plutôt bien. Voilà, encore une fois, pour voir le comparatif avec le Canon 70D, allez voir la vidéo en question où je vous mettrai les uns à côté des autres. On peut s'amuser à faire ça sur les autres. Donc là, par contre, je fais que 2 clics, puisque j'avais exposé un stop de plus. Le temps que ça charge. Et là, on a déjà presque plus de bruit, en fait. Hein. On en voit un petit peu plus ici, mais très peu. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien. Parce que si on revient à notre état de départ, on avait des ombres, on était à 10% à peu près, hein, là. Et là, on les booste pour les exposer à 30-40%. Et on n'a pas de bruit, donc c'est plutôt bien. Du coup, les suivantes, c'est peut-être pas la peine d'aller les voir. Vous avez pu constater que c'était très bien. Ici, on a une photo qui a été quasiment cramée. En tout cas, ça s'affichait comme cramé. Mais en réalité, on n'est pas cramé. Si on baisse l'exposition, vous voyez qu'on récupère tous les détails dans le ciel. Donc ça, c'est très important aussi. Donc voilà, pour la plage dynamique, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt bien. Ce à quoi on peut s'attendre de la part de Sony. Voilà, donc impression générale très très bonne hein, sur les photos. Ben, en fait, on va dire standard. C'est des photos d'APS-C, ni plus ni moins. C'est pas extraordinaire, ça n'a pas tout changé par rapport à des réflexes Canon ou Nikon. Mais c'est toujours un petit truc bête que je me disais. Je sais pas pourquoi, j'imaginais toujours que voilà, on a un Canon, on a une image Canon et que si on changeait de marque, bah, peut-être on aurait une image un peu différente, un peu moins bien, ou je sais pas quoi.
En fait, non. Tous les réflexes APS-C, qu'ils soient Canon, Nikon, Pentax, Sony ou autres, vont vous produire une image à peu près similaire, globalement. Voilà. Les photos sont les mêmes, sont aussi belles, enfin voilà. L'autofocus, vous avez pu voir qu'il était vraiment excellent, très très bon, aucun souci de ce côté-là, donc c'est validé. La sensibilité ISO, on peut facilement prendre des photos jusqu'à 3200 ISO, je dirais, notamment si on ne fait pas trop de retouches. 3200 ISO, c'est le moment où on commence à voir du grain quand on voit la photo en plein écran, quoi. Voilà, mais pas en zoomant à 100% évidemment, mais en plein écran, on commence à avoir du grain à 3200, donc c'est plutôt pas mal. Et puis en termes de plage dynamique, j'ai estimé qu'on était à peu près à plus 1,8 stop. Alors ça c'est pareil, c'est un petit test que je vais faire à chaque fois que je teste un boîtier. La sensibilité ISO, je vais déterminer à partir de quand on commence à voir du grain en plein écran. La plage dynamique, je vais regarder à partir de quand on voit du grain quand on augmente les... quand on augmente l'exposition d'une photo qui a été prise en RAW. Donc c'est-à-dire que je vais regarder une zone sombre et j'augmente à plus 1 stop, plus 1,5 stop, plus 2 stop, etc. Et je vois à partir de quand on voit du bruit. Et là, le bruit, on le voit à partir de plus 1,8 stop. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon score. Voilà, donc pour conclure, ce que j'aime bien dans cet appareil, vous avez pu remarquer le flash intégré, j'en suis complètement baba, j'ai envie qu'ils le mettent dans tous les appareils photo maintenant, je trouve ça vraiment génial, d'autant plus que je fais partie, enfin je suis peut-être le seul pour l'instant, mais je ne vous ai pas encore convaincu, il faut que je fasse une vidéo pour vous convaincre de ça, que le flash intégré, il est super utile et ça marche très très bien, je ne vais pas dire aussi bien qu'un flash Cobra, mais le discours ambiant de dire le flash intégré, de toute façon il est naze, c'est comme le micro intégré qui est naze. C'est pas vrai, le micro intégré qui est dedans, il est bien, le flash intégré, c'est bien, ça a ses limites évidemment, mais on peut faire tout un tas de trucs avec. Donc voilà, moi je le trouve très chouette, et le fait qu'il soit orientable, c'est très 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 sympa. Ça met vraiment l'astuce de la carte de visite à portée de tout le monde. Les aides à la mise au point manuelle, j'ai vraiment adoré ce côté-là, parce que du coup, comment dire, et je pense qu'ils sont un peu malins chez Sony, la mise au point manuelle, je m'étais jamais trop risqué parce que quand on regarde dans son écran, ou son écran ou dans le viseur, on n'est jamais sûr et certain d'être bien net, etc. Surtout quand on a une faible profondeur de champ. Et là, avec les, en fait, je disais les zébras, mais c'est pas les zébras c'est autre chose. Les zébras, c'est pour montrer des zones cramées sur une photo. C'est plutôt les contours, on va dire, les contours qui sont renforcés. Le fait de les voir visuellement en couleur, ça nous valide en fait, on se dit là on est sûr que c'est bien net à cet endroit-là, et du coup on se prend à faire plus souvent des photos en mise au point manuelle, parce que c'est simple, on prend le truc comme ça, alors hop, j'en ai marre, c'était mis en veille, on prend le truc comme ça, on va zoomer, on va faire notre mise au point, et puis on voit quand c'est net, et quand c'est net, clac, on déclenche, et du coup c'est beaucoup plus simple. Et quand je dis que je pense qu'ils sont malins, c'est qu'aujourd'hui Sony, ils n'ont pas beaucoup d'objectifs. Ils vendent toute une partie d'objectifs qui viennent de chez Zeiss, je crois, notamment beaucoup d'objectifs manuels. Il y a des adaptateurs qui permettent d'adapter des objectifs d'autres marques, donc des objectifs Canon et autres, pour mettre sur les boîtiers Sony. Mais l'autofocus marche moins bien, il y a d'autres trucs qui marchent moins bien, donc il faut se mettre un petit peu au manuel aujourd'hui quand on a un Sony. Enfin, c'est pas obligatoire, mais ça aide quoi, si on veut avoir un large choix d'objectifs. Donc du coup, de mettre des aides pour que ce soit pratique, c'est pas con, c'est bien pensé. Voilà, et globalement, j'aime beaucoup le rapport performance-encombrement, parce que je vous dis, c'est une toute petite bête, et elle fait des photos qui sont exactement aussi bonnes que celles de mon Canon 70D, voire peut-être un petit peu mieux sur la partie plage dynamique. Et donc pour tout ça, c'est vraiment une bonne pioche. Voilà, moi, je suis très content de pouvoir savoir que des petits boîtiers comme ça peuvent faire des bonnes choses. Ce que j'aime moins, la prise en main. Donc voilà, c'est le fait que ce soit petit en fait. C'est pas un souci de prise en main, de tenue. Ça tient bien, ça dérape pas, il y a un bon grip, etc. Mais c'est surtout ma main gauche en fait, et encore même la main droite. Vous voyez, quand j'ai pas des grandes mains pourtant, mais mon pouce il dépasse par au-dessus, voilà, parce qu'il est trop grand. Je mets 2 doigts devant, le troisième il glisse un peu en bas, et le quatrième il se balade, il sait pas quoi faire, donc il peut aller boire le thé. Et l'autre main, elle vient pas tenir grand chose quoi. Donc on a moins cette impression de bien tenir son appareil, de bien maîtriser. Il y a un côté un peu comme ça, je maîtrise mieux, enfin voilà. Là on a moins ce côté-là, on a plus l'impression d'être avec un joujou, surtout avec ce truc qui fait du bruit. Ça donne vraiment l'impression qu'on est avec un joujou.
Donc c'est un petit peu dommage ce côté-là, mais en même temps, bon, si on veut un petit boîtier, on n'aura pas le choix, c'est logique que la prise en main soit différente, quoi. Les menus, je vous en ai déjà assez parlé, vous avez bien pu voir que c'était, je trouve, un peu le bordel. Par contre, bah, évidemment, plus vous allez les utiliser, plus vous allez savoir où sont les options qui vous intéressent. Et ça, c'est pareil dans toutes les marques. Aujourd'hui, tous les boîtiers, ils proposent des énormes menus avec plein d'options. Il y en a les trois quarts qu'on n'utilise pas. Donc, on apprend vite ensuite à voir lesquels on utilise. Et la gamme d'objectifs réduite, ça, c'est le souci de Sony aujourd'hui, hein. Comment dire, j'en ai pas trop parlé aujourd'hui, mais dans la vidéo. Mais c'est le souci, c'est que Sony il se lance depuis pas très longtemps sur le marché des appareils photo. Et je crois qu'ils ont repris la branche Minolta, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc ils ont un parc d'objectifs qui est assez réduit aujourd'hui. Et donc en gros, on a le choix entre un objectif Sony ou un objectif Zeiss, quoi. Et les objectifs Sony sont assez chers, globalement, si je veux prendre le complément de celui-là, donc c'est un 55-200, je crois, un truc comme ça. Il va vite coûter dans les 400-500 euros, alors que chez Canon, je peux en avoir un équivalent qui va me coûter 250 euros. Donc voilà, le boîtier coûte peut-être pas très cher au départ, mais les objectifs vont coûter cher derrière. Si vous partez sur du Zeiss, là c'est hors de prix. Et quelque part, je pense que c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir, pour les Sony en tout cas. Je veux pas parler des Fuji et autres, mais aujourd'hui, on voit beaucoup de pros, en tout cas, de gens qui sont sur Internet, qui aiment bien tester plein de boîtiers, etc., qui passent tous chez Sony parce que les capteurs sont extraordinaires, paraît-il, parce qu'il y a toutes les options, etc. C'est vrai que toutes les options qu'il y a dedans, c'est assez chouette. Mais ces gens-là, ils ont les moyens après, derrière, de s'acheter des objectifs Carl Zeiss, etc., pour pouvoir faire des photos avec un piqué de malade et tout. Et bon, c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, il faut toujours garder ça en tête. On achète un boîtier, mais on achète aussi les objectifs qu'il y a derrière. Et donc il faut garder en tête que si les objectifs coûtent 2 fois plus cher que si on avait pris un autre boîtier, on aurait peut-être mieux fait au départ de mettre 100 euros de plus dans un autre boîtier pour acheter des objectifs moins chers derrière. Donc c'est vraiment un calcul à faire. Voilà, chez Canon ou chez Nikon, vous avez des tonnes d'objectifs. Chez Sony, on est assez restreint. Donc, en conclusion, je pense que c'est une très très bonne option. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette petite bête-là. Une très bonne option pour un premier boîtier. Je m'explique. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde, pour un premier boîtier. Mais si vous voulez commencer à avoir des photos qui sont de meilleure qualité, que vous avez éventuellement envie d'apprendre un petit peu de la technique photo et jouer avec les paramètres, etc., mais que vous savez aussi que ça ne va pas forcément devenir une grande passion chez vous et que vous allez vouloir investir dans du matos, dans d'autres trucs et tester des tonnes de choses, je pense que c'est un bon boîtier pour vous. Ça peut être à mon avis, ce serait un bon boîtier pour ma femme par exemple, parce qu'elle n'a pas envie de vraiment s'ennuyer avec la technique et autres, mais elle a envie d'avoir des belles photos et d'avoir de la qualité. Et donc du coup là on a un petit objectif qui est bien, qu'on peut laisser en permanence dessus, et puis on fait ses photos, et puis voilà, au pire il y a un deuxième objectif, ça fait un petit sac, ça fait pas grand chose à emmener, c'est pratique, et voilà. Donc je pense que c'est bien vraiment pour un usage polyvalent et comme premier boîtier, ce qui ne veut pas dire qu'il ne fait pas des bonnes photos, hein, qu'on se méprenne pas. Les autres options aujourd'hui qui sont équivalentes, chez les réflexes, vous avez le Canon 70D, le Nikon D5200, le 7200 aussi, qui est dans une gamme un peu au-dessus. Et puis ensuite, vous en avez quelques-uns chez Fuji, je crois. Alors je vais dire des bêtises, mais il y a le XT1, etc. Il y a des noms comme ça. Mais j'ai pas travaillé plus que ça la question. Mais il y a d'autres mirrorless qui sont en APS-C qui font un peu concurrence à celui-là, mais qui ont eux aussi leurs points forts et leurs points faibles. Moi, je voulais vraiment voir un Sony parce que c'est un peu la marque dont tout le monde parle en ce moment, donc je voulais voir ce que ça donnait. Donc au final, est-ce que je le recommande? Pas de mystère, oui, je le recommande, vraiment très très bien. Comme je vous disais, si vous pensez investir dans des objectifs, si vous pensez vouloir vous spécialiser plus tard, genre essayer de la photo de macro, faire de l'animalier, tout ce genre de type de prise de vue qui nécessite des accessoires ou des objectifs spécifiques, c'est pas pour vous. Par contre, si vous voulez vraiment un appareil qui est super polyvalent pour prendre des photos de famille, des photos à la maison, des photos en vacances, des photos de paysage, des photos de sport, pour tout ça, vous pouvez utiliser ce boîtier sans aucun souci. Il sera très performant et il vous donnera des très belles photos. Voilà, c'est juste... faut savoir que vous n'allez pas pouvoir partir dans des domaines très spécifiques par la suite. Mais sinon, pour tous les autres,
il est top et moi j'ai adoré faire des petites photos avec. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez été très courageux d'être resté jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que je poste dans la foulée la vidéo comparative du Alpha 6000 et du Canon 70D. Comme ça, vous pourrez voir un peu plus en détail, face à face, si jamais vous avez vraiment envie de comparer les spécifications et le rendu des photos. Entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et le moment où je la sors, Sony a annoncé le Alpha 6300, donc c'est le remplaçant du Alpha 6000. Et du coup, je voulais pas louper ça, donc je vais vous donner un petit peu mon avis très rapidement sur cette version-là. Globalement, il a l'air aussi chouette que le Alpha 6000, il a vraiment gardé les mêmes avantages. Il a un capteur électronique avec une meilleure définition, il est à 2,6 millions de pixels alors qu'il était 1,6 au départ. Bon, moi perso 1,6 je trouvais que c'était déjà très très bien, enfin, en tout cas j'ai pas été gêné par ça. Mais bon, donc là c'est un petit peu amélioré. Ensuite, bon, évidemment, ils vont toujours dire que c'est extraordinaire, que c'est l'autofocus le plus rapide du monde, etc. J'ai trouvé que sur l'Alpha 6000 ça marchait bien, donc je pense que sur celui-là ça marchera encore mieux, donc il n'y a pas de raison que... Voilà, je pense que ce ne sera pas un souci de toute façon, à part si vous êtes photographe de sport, on va dire. Vous devriez être content avec cet appareil-là. Et ensuite, bon alors après il y a des petits détails très très techniques, on va passer dessus, qui permettent de transférer un petit peu plus vite les données. Le gros avantage de cette version-là, c'est qu'il filme en 4K. Il filme en 4K sur l'ensemble du capteur. C'est-à-dire qu'il y a d'autres appareils qui filment en 4K, mais seulement sur une partie du capteur. Là, il va prendre toute l'information du capteur et la réduire sur un fichier de 8 mégapixels, ce qui fait que vous allez vraiment avoir beaucoup de détails dans vos vidéos. Donc ça, c'est vraiment bien. Et le truc qu'il a que n'avait pas le Alpha 6000, c'est qu'il a aussi une prise micro. Et donc du coup, ça fait vraiment un petit appareil vraiment parfait pour filmer des bonnes vidéos. Il y a également je crois que l'Alpha 6000 l'avait déjà, des formats d'images qui permettent de prendre vraiment toute la plage dynamique pour pouvoir avoir plus de latitude ensuite pour retoucher vos vidéos. Donc vraiment pour la vidéo c'est parfait. Pour la photo il était déjà très bien, très complet, donc ça c'est impeccable. Par contre il va garder vraiment, vous voyez c'est le même boîtier que le Alpha 6000, donc il va garder un petit peu les mêmes défauts, c'est-à-dire les boutons un peu mal placés, un petit peu partout sans qu'on sache trop à quoi ils servent. A priori c'est les mêmes types de menus aussi, donc voilà, les défauts il va les garder aussi, mais il aura amélioré 2-3 petites choses. Est-ce que ça vaut le prix? Je crois qu'il est annoncé pour sortir à 1000 €. Je pense que ça les vaut toujours, si on compare par exemple au Canon 70D. Modulo évidemment la disponibilité des objectifs, où il y en a quand même beaucoup moins sur ce petit Sony. Mais par contre, je pense que la vraie comparaison à faire, c'est entre le Alpha 6000 et le Alpha 6300. Et je pense qu'à part si vraiment vous avez envie de faire de la vidéo, vous avez peut-être plutôt intérêt à partir sur le Alpha 6000, qui reste un super appareil photo. Pas cher, vraiment, c'est ça son intérêt, je pense. Si vous avez 1000 € à mettre, partez peut-être plutôt vers du Canon, du coup. Mais si vous avez un budget un peu limité, 500-600 €, bah, le Alpha 6000 reste super compétitif. Voilà, je voulais juste vous donner un petit peu vite fait mes impressions sur ce que j'ai vu. J'ai pas pu le tester évidemment, il n'est pas encore sorti. Mais voilà, sur les spécifications de ce nouveau Alpha 6300. Voilà, j'espère que ça vous aura servi, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.